L'air automnal de St. Mary Mead avait pris cette légère odeur de fumée provenant des feux de joie lointains et des dernières feuilles mortes qui brûlaient dans les jardins des cottages. C'était, comme l'avait déclaré la femme du vicaire, une saison parfaitement propice aux espiègleries et aux mascarades. C'est ainsi que l'Institut des femmes avait décidé que le bal masqué d'Halloween serait le divertissement caritatif de cette année. Une idée qui oscillait entre le respectable et le scandaleux comme une chauve-souris au crépuscule. Dans la salle du Blue Boar Inn, les préparatifs étaient déjà en cours. Des lanternes en forme de citrouille souriante étaient suspendues au-dessus de la piste de danse, et on pouvait entendre Madame Bantry diriger un trio d'ouvriers qui tentaient d'accrocher une immense lune en papier derrière l'estrade de l'orchestre. « Un peu plus à gauche, s'il vous plaît. »« Non, ma gauche, pas la vôtre, » ordonna-t-elle. Son rire était clair et sociable, mais on sentait qu'elle voulait que chaque mot soit obéi. Mademoiselle Marple, assise près de la fenêtre, une tasse de thé délicatement posée entre ses doigts gantés, observait tout cela avec une satisfaction tranquille. Le plaisir de la vieille dame ne résidait pas dans la fête elle-même, mais dans le ballet complexe des personnalités qu'elle révélait. La tyrannie bienveillante de Madame Bantry, la chevalerie réticente du colonel Melchet, qui s'était porté volontaire pour gérer la tombola, et les lèvres pincées habituelles de Madame Price Ridley, qui déclarait que Halloween était une innovation étrangère, qui ne convenait pas à une paroisse anglaise. C'était, en apparence, une scène d'agitation inoffensive, ordinaire, chaleureuse et légèrement comique. Pourtant, comme la lumière du soleil qui s'estompe lorsque des nuages passent sans être vus, un froid étrange s'installa dans l'air lorsque M. Clement, le vicaire, fit remarquer que quelqu'un avait anonymement fait don d'un magnifique masque vénitien à la table des prix. « Anonyme ?» répéta Madame Bantry, d'un ton oscillant entre la joie et la désapprobation. « Eh bien, c'est mystérieux et plutôt élégant. »« En effet, » répondit le vicaire d'un ton doux, « il est arrivé par la poste, sans note, sans expéditeur. Juste une carte disant « Pour le bal, qu'il révèle autant qu'il cache. » À ces mots, l'aiguille de Mademoiselle Marple s'arrêta en plein mouvement. Elle jeta un coup d'œil à la boîte qui se trouvait désormais sur la table de tombola. Un coffre laqué, tout neuf et légèrement brillant. Peu de gens l'auraient remarqué, mais elle avait observé que l'expression désapprobatrice de Madame Price Ridley avait laissé place à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance avant qu'elle ne se détourne rapidement. Dehors, le vent changea de direction, agitant les rideaux. Le son faible des cloches de l'église leur parvint depuis le clocher de Sainte Mary, un carillon innocent qui semblait quelque peu déplacé. Peut-être était-ce l'heure, ou peut-être la saison. En tout cas, les rires dans la salle semblaient légèrement plus forts, après cela, comme pour repousser un malaise soudain. Ce soir-là, tout le village discuta du masque. À l'épicerie, les spéculations allaient bon train, tout comme le commerce des pommes. Madame Hartnell insistait sur le fait qu'il avait dû être envoyé par quelqu'un de Londres, probablement l'un des amis mondains de Madame Bantry, le genre de personne qui porte des pantalons et parle de Freud. Le vieux monsieur Abbott, qui astiquait sa balance en laiton, murmura qu'il avait autrefois entendu parler d'un masque vénitien qui portait malheur, voire pire. À l'heure du thé, même la postière s'était jointe au commérage, affirmant que le colis avait été posté à moins de 5 miles, sans toutefois révéler officiellement où. « C'est confidentiel, bien sûr, » dit-elle d'un air guindé, les yeux brillants d'importance. Mademoiselle Marple écouta, acquiesça et ne fit aucun commentaire. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler que la paix de St. Mary Mead avait souvent été troublée, non pas par des étrangers, mais par quelque chose de beaucoup plus proche, par l'envie ou la peur, l'orgueil ou la passion. Le masque, avec sa promesse de dissimulation,
semblait être un symbole étrangement approprié pour le village lui-même. La nuit du bal arriva, vive et lumineuse, sous une lune de chasseurs. L'auberge Blue Boar Inn brillait à la lueur des bougies et à l'éclat des chaussures cirées. Les costumes flottaient comme des pétales, arlequins, bergères, fantômes et reines. La musique flottait dans la salle, une valse entraînante qui transportait avec elle le parfum léger du cidre et des roses d'automne. Mademoiselle Marple, vêtue d'une simple robe noire, ornée d'une petite broche en argent en forme de chat, se tenait près de la table des rafraîchissements et observait la scène. Elle était ravie de voir les jeunes rire, les plus âgés faire semblant de ne pas être fatigués, et les masques, certains comiques, d'autres grotesques, rendre tout le monde brièvement méconnaissable. « Quel spectacle, n'est-ce pas ?» murmura Madame Bantry en s'éventant à côté d'elle. « Mais je dois dire que je préférerais que les gens n'apprécient pas autant de se glisser dans la peau d'une autre personne. » Comme pour lui répondre, l'orchestre joua un accord plus fort et la foule s'écarta pour laisser passer un nouveau venu. Grand, vêtu d'une cape sombre, le masque vénitien brillant de blanc et d'or sous les lustres. Une vague d'admiration et un murmure d'appréhension parcoururent la salle. Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa, mais son expression resta bienveillante, car dans la main gantée de la silhouette pendait une rose rouge unique, fraîche, brillante de rosée et hors saison. Et tandis que l'inconnu masqué s'inclinait sans s'adresser à personne en particulier et se déplaçait parmi les danseurs, Mademoiselle Marple pensa, avec son calme intérieur habituel, que quelque chose venait de sortir discrètement de l'ordinaire pour entrer dans le domaine du danger. Le personnage se déplaçait dans la salle avec une grâce lente et délibérée, s'arrêtant juste assez longtemps pour que tous les regards s'interrogent. Le masque vénitien captait le scintillement de la lumière des bougies, transformant son expression en quelque chose entre sérénité et menace. Les couples chuchotaient derrière leurs coupes de champagne, chacun feignant de ne pas remarquer que la conversation s'interrompait partout où passait l'inconnu. Miss Marple observait les réactions avec le même intérêt tranquille qu'elle aurait pu porter à une mangeoire à oiseaux au crépuscule. Il était remarquable de voir à quel point les gens réagissaient différemment face au mystère. Madame Bantry se pencha en avant, les yeux brillants et ravis, impatiente de découvrir les ragots avant même qu'ils ne naissent. Le colonel Melchett, dont les médailles brillaient, semblait légèrement irrité, comme si tout invité inattendu était une offense à l'ordre militaire. Madame Price Ridley resta immobile, serrant la tige de son verre, si fort que ses jointures blanchirent. Lorsque l'orchestre entama une nouvelle valse, l'invité masqué s'approcha d'elle. Sans un mot, l'inconnu lui tendit la rose. Les spectateurs les plus proches retinrent doucement leur souffle, prêts à laisser éclater le scandale. Madame Price Ridley ouvrit la bouche comme pour protester, puis la referma. Elle prit la fleur de doigt tremblant. « Eh bien, » murmura Madame Bantry, « voilà de quoi alimenter les conversations de la paroisse demain. » La danse reprit, mais le rythme de la soirée avait changé. Le masque semblait attirer le malaise comme une flamme attire les papillons de nuit. Les rires devinrent plus aigus, les regards plus insistants. Quelques personnes tentèrent d'en plaisanter. « Qui que ce soit, il a le sens du spectacle, » dit le major Easterbrook avec une jovialité forcée, mais la gaieté ne parvint pas à s'installer. Un courant d'air soudain traversa la salle, faisant vibrer les fenêtres et obscurcissant l'une des lanternes. La silhouette masquée se tourna vers le bruit et pendant un instant, Mademoiselle Marple vit, ou crut voir, une lueur humaine sous l'or. Pas exactement de la malice, mais de la reconnaissance. Puis, tout aussi rapidement, la silhouette fut engloutie par la musique et le mouvement. À minuit, la tombola était tirée.
le cidre presque épuisé et l'air lourd de chaleur et de parfum. Le masque vénitien avait disparu au cours de la dernière danse. Madame Bantry demanda des volontaires pour ranger, et mademoiselle Marple, avec sa bonne humeur habituelle, proposa de ramasser les gants et les programmes égarés. C'est alors qu'elle remarqua la rose. Elle gisait près de l'estrade de Masson-Saint-Ours, l'orchestre, ses pétales s'assombrissant en séchant. La tige était cassée net en deux. À quelques centimètres de là, à moitié caché par une serviette tombée par terre, se trouvait un objet métallique, un bouton de manchette en forme de gland. Mademoiselle Marple se baissa pour le ramasser et le tourna pensivement entre ses doigts. Il était en argent, de fabrication raffinée, mais terni, comme s'il n'avait pas été porté récemment. « Quelqu'un l'a égaré », dit-elle doucement en le tendant à madame Bantry. « Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être plus important qu'il n'y paraît. » Madame Bantry rit. « Ma chère Jane, vous êtes la seule à pouvoir rendre un bouton de manchette suspect. » « J'ai souvent constaté, dit mademoiselle Marple, que les objets ont tendance à réapparaître là où leur propriétaire ne les attendait pas. » Le lendemain matin, un brouillard épais et pâle étouffait le bruit habituel des bouteilles de lait et des portails de jardin. Le village se réveillait lentement, comme s'il hésitait à affronter la lumière du jour après tant de festivités. À 9 heures, la première rumeur avait atteint la rue principale. Madame Price Ridley était tombée malade. À la poste, mademoiselle Hartnell confiait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que la pauvre femme s'était évanouie raide morte, sur le pas de sa porte, après avoir trouvé un mot glissé sous la porte. Le vicaire est allé chercher le docteur Haydock, vous savez. C'est confidentiel, mais vous pouvez imaginer ce que cela signifie. Mademoiselle Marple, qui était venue acheter des timbres, acquiesça doucement. Il ne faut jamais trop imaginer, mademoiselle Hartnell. Cela brouille l'observation. Elle rentra néanmoins chez elle en passant par l'allée de madame Price Ridley, ses chaussures à semelles souples ne faisant aucun bruit sur le chemin humide. Les rideaux étaient tirés. Seule une faible lumière vacillait à l'intérieur. Devant le portail, les restes de la rose gisaient éparpillés, piétinés par les passants. Cet après-midi-là, le colonel Melchett rendit visite à mademoiselle Marple. Son expression était grave, son chapeau melon humide à cause de la brume. « Une affaire des plus déplaisantes », dit-il sans préambule. « Il semble que quelqu'un ait pris la liberté de laisser un message anonyme chez madame Price Ridley. Elle en a eu une peur bleue. Techniquement, il n'y a rien de criminel dans ce message, seulement quelques lignes absurdes. Mais il y a quelque chose de très désagréable derrière tout cela. » Il lui tendit le papier plié. D'une écriture soignée et inclinée, le message disait « Le masque voit ce qui était caché. Le passé danse à nouveau. » Miss Marple replia soigneusement le papier. « Une tournure curieuse, » murmura-t-elle, « presque poétique, même si la poésie n'est généralement pas le domaine de madame Price Ridley. » Melchett fronça les sourcils. « Nous n'avons aucune idée de qui pourrait l'avoir. Envoyez. Le papier est assez commun, et l'écriture n'est ni d'ici ni d'ailleurs, pas locale, d'après ce que nous pouvons en juger. Elle insiste sur le fait qu'elle a reconnu la rose de la nuit dernière. Elle dit que cela lui a rappelé. » Il hésita. « Quelque chose qu'il vaut mieux oublier. C'est souvent là, dit doucement mademoiselle Marple, que les ennuis commencent, quand quelque chose refuse de rester oublié. Au fil de la journée, le brouillard s'épaissit. Depuis la fenêtre de son salon, mademoiselle Marple regarda la silhouette du clocher de l'église se fondre dans le gris. Le faible son de la cloche lui parvint, hésitant, incertain, comme un souvenir qui tente de s'exprimer. Elle se surprit à penser non pas à la note ou au masque, mais au bouton de manchette en forme de gland, petit et déplacé. Elle avait déjà vu ce genre de motif, mais elle ne se souvenait pas où. Ce soir-là, elle apprit que la police avait été appelée à l'auberge Blue Boar.
Madame Bantry lui téléphona, la voix tremblante d'excitation et d'appréhension. « Ils ont trouvé quelque chose dans le vestiaire, Jane. Ce masque. Mais il est maintenant réduit en morceaux. Quelqu'un a dû le piétiner. » Mademoiselle Marple écouta en silence, les yeux reflétant la douce lueur de la lampe à côté d'elle. La destruction du masque ne la surprit pas. Les dissimulations survivaient rarement à la lumière du jour. Mais ce qui la troublait, c'était l'intention derrière cet acte. Avait-il été motivé par la peur, la colère ou le désir de faire taire un souvenir qui ne pouvait plus être dissimulé? Elle remercia Madame Bantry, raccrocha et resta assise un moment, plongée dans ses pensées. Dehors, le brouillard s'accrochait aux vitres, et dans le silence, elle entendit un léger grattement, peut-être une branche, peut-être autre chose. Puis vint un seul coup à sa porte. Lent, hésitant. Mademoiselle Marple se leva, l'air calme, mais le regard vif, car elle avait appris depuis longtemps que dans des villages comme St. Mary Mead, les ennuis attendaient rarement le lendemain matin. On frappa à nouveau, doucement, délibérément, et de manière étrangement irrégulière, comme si la personne qui frappait hésitait entre chaque coup. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte, la lumière de la lampe projetant sa longue ombre sur le tapis. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit une silhouette à moitié enveloppée par le brouillard. Une jeune femme pâle, essoufflée, serrant contre elle un châle plié. « Mademoiselle Marple, » dit-elle rapidement, « je suis désolée de vous déranger à cette heure. Je ne savais pas où aller. » C'était Alice Briggs, la femme de chambre du Blue Boar Inn. Elle jeta un coup d'œil vers la ruelle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la suive. « Entrez, ma chère, » dit gentiment Mademoiselle Marple en s'écartant. « Vous allez attraper la mort dehors. » Alice entra, toujours tremblante. Une fois assise près du feu, elle ressemblait moins à une servante qu'à une enfant effrayée. « Je ne serais pas venue, madame, » commença-t-elle, « mais il raconte des choses horribles à l'auberge. À propos de la nuit dernière, à propos de ce masque. » Mademoiselle Marple lui versa une tasse de thé sans faire de commentaire. Le silence était son invitation la plus utile. Alice serra la tasse entre ses mains pour en tirer de la chaleur avant de continuer. Après le départ de tout le monde, je balayais. Le directeur m'a demandé de vérifier le vestiaire. Il y avait de la boue sur le sol et ce masque brisé gisait là. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne leur ai pas dit au début. Elle hésita, les lèvres tremblantes. « Continue, ma chère, » dit Mademoiselle Marple doucement. C'était un gant d'homme en cuir noir, mouillé par quelque chose de sombre. Au début, j'ai pensé que c'était du cidre provenant du sol, mais... Elle déglutit. Ce n'était pas du cidre. Mademoiselle Marple la regarda avec une légère inquiétude. « Et qu'avez-vous fait de ce gant ? » ?»« Je l'ai laissé là où il était. Monsieur Porter, le gérant, m'a dit de ne rien dire. Il m'a dit que cela causerait des problèmes à l'auberge, si les gens commençaient à penser qu'il y avait eu du sang. Très sage, » murmura Mademoiselle Marple, tandis que son regard restait pensif, fixé sur la lueur du feu. Et pourtant, les ennuis ont tendance à arriver, que l'on en parle ou non. Alice frissonna. J'ai cru entendre quelqu'un derrière ma fenêtre plus tard. Des pas, lents, comme quelqu'un qui marchait sur le chemin latéral et s'arrêtait. Mademoiselle Marple se pencha vers elle et lui toucha doucement la main. Il y a peu de choses plus effrayantes que l'imagination nourrie par l'obscurité, ma chère. Mais tu as bien fait de m'en parler. Alice acquiesça, se leva et la remercia maladroitement avant de disparaître dans la brume. Lorsque la porte se referma, Mademoiselle Marple resta immobile pendant plusieurs minutes. L'horloge tic-taquait régulièrement sur la cheminée, un son à la fois réconfortant et implacable.
Elle se dirigea enfin vers son bureau et ouvrit un petit carnet, où elle nota ses brèves impressions d'une écriture soignée et cursive. Masque vénitien détruit. Gants, noirs, main gauche. Note. Rose liée à Madame Price Ridley. Puis elle s'arrêta et ajouta en dessous « La peur précède la culpabilité. La culpabilité précède la confession. » Le lendemain matin, le brouillard fit place à une pâle lumière solaire, et les ragots avaient en prise une nouvelle tournure. Quelqu'un affirmait avoir vu le vicaire parler en privé au docteur Haydock à l'extérieur du cimetière. Une autre jurait avoir entendu la femme de chambre de Madame Price Ridley faire une malle. À midi, on disait que Madame Price Ridley avait l'intention de partir pour se reposer, ce qui, dans le langage du village, signifiait qu'elle souhaitait échapper aux regards insistants. Mademoiselle Marple, qui avait une course à faire au presbytère, rencontra M. Clement dans le jardin. Il coupait les fleurs fanées d'un rosier avec une intensité inhabituelle. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il surpris, je suppose que vous avez entendu parler de cette situation plutôt délicate. Je ne sais pas trop quoi en penser. Le problème avec les secrets, monsieur Clement, dit-elle, c'est qu'ils restent rarement secrets. » Il soupira. « Le docteur Haydock m'a dit que notre pauvre amie était dans un état épouvantable. Elle insiste sur le fait que le masque lui était destiné, qu'il s'agit d'une vengeance élaborée. J'avoue que je trouve cette interprétation mélodramatique. » Mademoiselle Marple regarda pensivement le rosier qu'il était en train de tailler. « J'ai constaté que la vengeance est rarement élaborée. Elle est généralement simple, quelqu'un qui souhaite simplement rétablir l'équilibre dans son esprit. » Le vicaire cligna des yeux, ne sachant pas si elle plaisantait. « Quoi qu'il en soit, dit-il, je crois comprendre que le colonel Melchet a l'intention de s'entretenir à nouveau avec le personnel de l'auberge. Il est déterminé à traiter cette affaire comme une question d'ordre public. » Cet après-midi-là, le colonel arriva au cottage de mademoiselle Marple, chapeau à la main, bottes cirées, mais d'humeur maussade. « Inutile de faire toute une histoire, Jane, dit-il d'un ton bourru. Mais c'est vraiment étrange. Porter jure qu'il n'y avait pas de gants quand il est entré dans le vestiaire. Mais l'une des serveuses insiste pour dire qu'elle l'a vu porter quelque chose enveloppé dans une serviette plus tard. Bien sûr, il nie. Les gens nient souvent ce qu'ils auraient préféré ne jamais voir arriver, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Mais la question, je pense, est de savoir s'il cachait la vérité ou s'il protégeait quelqu'un d'autre. Melchet fronça les sourcils. Cet homme est un imbécile, mais pas du genre à se mêler d'un meurtre. Un meurtre ? Il grimaça. Je n'ai pas dit cela, seulement, le docteur Haydock a mentionné que la tache sur le gant pouvait être du sang. Humain, très probablement. Mais nous n'avons ni corps, ni armes, ni crime à proprement parler. Mademoiselle Marple acquiesça lentement, les yeux fixés sur le bouton de manchette en argent posé sur sa cheminée. Parfois, dit-elle, le corps vient en dernier. Plus tard, lorsque le crépuscule s'installa sur St. Mary Mead et que la brume commença à s'insinuer à nouveau entre les haies, mademoiselle Marple fit sa promenade du soir. Elle passa devant le presbytère, l'épicerie, la rangée de cottages dont les rideaux brillaient faiblement de l'intérieur. La vie continuait, ou semblait continuer. Des enfants riaient quelque part au-delà du brouillard. L'odeur du caramel et du charbon s'échappait d'une fenêtre ouverte. Elle se tourna vers l'auberge au moment où la porte s'ouvrait et où un homme en sortait. Monsieur Porter, en personne. Il verrouilla la porte à la hâte. Le pain, visage pâle, les mouvements saccadés. Sous le bras, il portait un paquet enveloppé dans du papier journal. Lorsqu'il aperçut mademoiselle Marple, il sursauta et lui fit un signe de tête raide. « Bonsoir, monsieur Porter, » dit-elle aimablement. « Bonsoir, madame. » Il hésita, comme s'il se demandait s'il devait s'expliquer, puis s'éloigna simplement vers le chemin menant au cimetière.
le paquet se balançant légèrement dans sa main. Mademoiselle Marple resta un moment sous la lumière du réverbère. Le bruit de ses pas s'estompa, remplacé par le léger bruissement des feuilles. Elle avait déjà vu cette démarche auparavant, les pas précipités de quelqu'un qui essayait de ne pas donner l'impression d'être poursuivi. Elle rentra chez elle tranquillement et s'assit près de la fenêtre, son tricot intact sur ses genoux. À travers le mince voile de brouillard, l'horloge de l'église sonna 8 heures. Chaque coup semblait rester suspendu dans l'air plus longtemps que d'habitude, résonnant dans ses pensées. Car quelque part, elle en était sûre, une vérité avait déjà été dévoilée, mais personne ne s'en était encore rendu compte. L'écho de l'horloge de l'église s'estompa, laissant la nuit plongée dans un lourd silence. Mademoiselle Marple resta assise près de la fenêtre, les yeux mi-clos, à l'écoute. Le léger crissement du gravier lui indiqua que M. Porter avait quitté la route principale et emprunté le sentier plus étroit menant à l'allée du presbytère. Un itinéraire curieux pour un homme qui rentrait chez lui, près du parc. Ses doigts effleurèrent le bouton de manchette en argent qui reposait toujours sur la cheminée. Un gland délicatement sculpté, le genre de petit ornement que les gentlemen portaient autrefois, pour des raisons sentimentales. Elle se souvenait qu'il y avait eu un tel motif il y a des années, appartenant à une famille locale dont on ne parlait plus depuis longtemps. Le souvenir flottait juste hors de portée. Quelques instants plus tard, le bruit de pas précipités revint, non pas depuis la ruelle, mais depuis le cimetière. Mademoiselle Marple écarta légèrement le rideau. À travers le brouillard, elle aperçut une silhouette franchir le mur d'enceinte, son manteau flottant au vent. Ce n'était pas M. Porter cette fois-ci, mais quelqu'un de plus grand, aux épaules plus larges, qui marchait d'un pas décidé. Il disparut dans l'obscurité, avant qu'elle n'ait pu distinguer son visage. Au matin, St. Mary Mead était de nouveau animée par les bruits habituels. Sifflets de bouilloire, claquements de portail, bavardages voltant comme des moineaux. Pourtant, sous cette routine, régnait une inquiétude persistante. Au petit déjeuner, Mademoiselle Marple reçut une visite inattendue. Le docteur Haydock arriva, sa mallette à la main, l'air contrarié et inquiet. « Jane, j'ai pensé que vous feriez mieux de l'apprendre avant que tout le village n'invente sa propre version. Ils ont trouvé quelque chose derrière la haie du cimetière. » Mademoiselle Marple plia soigneusement sa serviette. « Quelque chose de désagréable, je suppose ?»« Désagréable et déroutant, » répondit-il. « Un chapeau d'homme, trempé et déchiré, et, eh bien, des traces sur le sol qui suggèrent une lutte. Mais pas de corps. Le colonel est hors de lui. »« Je ne m'en étonne pas, » répondit-elle doucement. « L'absence de cadavre est un affront à la logique administrative. » Haydock esquissa un sourire réticent. « Vous avez raison. Melchett est déjà sur les lieux, essayant de donner un sens aux empreintes dans la boue. Il m'a demandé de chercher des traces de sang. Je n'en ai trouvé aucune. Mais le chapeau, il porte des initiales à l'intérieur. CM. » Mademoiselle Marple eut l'air pensif. « C'est comme Clément, peut-être. C'est fort possible, bien que le vicaire jure que ce n'est pas le sien. Il a semblé plutôt surpris quand je lui en ai parlé, comme si cette idée le mettait mal à l'aise. « Monsieur Clément n'est pas facilement embarrassé, » dit-elle, « à moins que cela ne concerne la conduite de ses paroissiens, ou son propre sens des convenances. » Haydock fronça les sourcils. Il a dit qu'il avait récemment prêté un vieux chapeau à quelqu'un, Porter, je crois. Il a prétendu que cet homme avait abîmé le sien lors de la fête du mois dernier. « Ah !» murmura Mademoiselle Marple, « comme c'est curieux que les gens prêtent si souvent précisément l'objet qui devient plus tard une preuve. » Lorsque le docteur Haydock fut parti, Mademoiselle Marple se mit en route, officiellement pour apporter un panier de scones à Madame Bantry. La brume matinale s'accrochait aux haies, comme des pensées inexprimées. Près du cimetière, elle s'arrêta.
Un agent de police montait la garde à la porte, la casquette inclinée, les bottes boueuses. Derrière lui, elle aperçut le chapeau posé sur un mouchoir plié près du mur. Le colonel Melchett la repéra immédiatement. « Jane, je savais que vous finiriez par passer par ici. »« Je passais par là, » dit-elle avec un doux reproche. On peut difficilement ignorer l'église quand elle est devenue le théâtre du village. Il soupira en se frottant le menton. Aucun signe de porteur depuis hier soir. Nous avons vérifié son logement. Son lit n'a pas été défait. Sa valise a disparu. Bon sang, je savais que cet homme était louche. Pourtant, dit mademoiselle Marple, il était effrayé, pas provocateur. On pourrait confondre la peur et la culpabilité. Melchett ne semblait pas convaincu. Il a disparu. C'est une preuve de culpabilité suffisante. Et il y a un autre rebondissement. Madame Price Ridley affirme avoir reçu un deuxième message ce matin, glissé sous la porte de sa cuisine avant l'aube. Les yeux de mademoiselle Marple rencontrèrent ceux de Melchett. « Puis-je le voir ?» Il sortit le papier de la poche de son manteau. On pouvait y lire « Le masque est brisé, mais le visage reste ». Elle étudia les mots. Le ton est presque moralisateur. Celui qui écrit ces messages semble moins intéressé par la menace que par la révélation. « Au diable la révélation !» marmonna Melchett. « Si je trouve ce scélérat, il aura plus à révéler qu'il ne le pense. » Mademoiselle Marple le remercia et se dirigea lentement vers la maison de madame Bantry. Elle trouva son amie dans le jardin, en train de tailler des roses qui n'avaient plus la force de fleurir. « Ma chère, » dit immédiatement madame Bantry, « avez-vous entendu? C'est terriblement mélodramatique. Des hommes disparus, des notes anonymes, et cet affreux masque. Tout cela ressemble à un roman feuilleton, à un penny. La vie imite souvent la littérature, dit mademoiselle Marple avec un léger sourire, mais avec moins de fins heureuses. Autour d'une tasse de thé, madame Bantry confia que la maladie de madame Price Ridley avait pris une nouvelle tournure. Elle insiste sur le fait qu'elle est punie. Elle ne cesse de marmonner à propos du bal masqué d'il y a des années et de ce qui s'est passé à Venise. Honnêtement, Jane, pensez-vous qu'elle délire? C'est possible, répondit mademoiselle Marple, même si le délire choisit rarement ses images au hasard. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les lampadaires commençaient à s'allumer dans la rue, mademoiselle Marple assista à l'office du soir à l'église. Les bancs étaient à moitié remplis. L'air sentait légèrement la pierre humide et les livres de cantiques. Le vicaire dirigeait le service avec plus de ferveur que d'habitude, comme si la prière pouvait mettre de l'ordre dans la confusion. Après la cérémonie, alors que les paroissiens sortaient en murmurant, mademoiselle Marple s'attarda près de l'allée latérale où une petite porte menait à la sacristie. Elle remarqua, sans en avoir l'air, une trace de boue séchée sur le loquet et une légère éraflure sur le parquet. Récente, à en juger par l'humidité. Quelqu'un était entré ou sorti précipitamment. Elle était encore en train de réfléchir à cela lorsqu'une voix s'éleva derrière elle. « Une semaine des plus troublantes, mademoiselle Marple. » C'était le major Easterbrook qui ôtait son chapeau d'un air solennel. « Je n'aurais jamais pensé que nous aurions ce genre d'agitation à St. Mary Mead. Entre nous, je ne serais pas surpris que ce porteur ait des ennemis. J'ai entendu dire qu'il travaillait pour un établissement plutôt douteux à Londres. Des jeux d'argent, vous savez. »« Comme c'est intéressant, » murmura mademoiselle Marple. « Mais les ennemis sont rarement importés, ils poussent localement. » Il rit nerveusement, ne sachant pas si elle le taquinait. « Eh bien, qui que soit le responsable de cette absurdité, il a perturbé la moitié du village. Ma femme refuse de laisser la femme de chambre sortir après la tombée de la nuit. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la chaire, où la lumière se reflétait sur la croix en laiton. « L'obscurité, dit-elle, est moins une question de lampe que de conscience. Major. » Alors qu'il sortait, l'air du soir était lourd, parfumé d'odeurs de terre humide et de fumée lointaine.
De l'autre côté de la place, la maison de Madame Price Ridley se dressait, les rideaux tirés, une seule bougie vacillant à la fenêtre du haut. Lorsque Mademoiselle Marple arriva à son portail, elle trouva une petite enveloppe soigneusement épinglée dessus. Sans nom, sans cachet. À l'intérieur, un simple bout de papier portait 5 mots écrits de la même écriture élégante que précédemment. Demandez qui portait le masque. Elle resta longtemps debout dans la pénombre grandissante, le papier tremblant légèrement entre ses doigts. Derrière elle, la cloche de l'église commença à sonner lentement les 9 heures. Chaque note mesurée et délibérée, comme des pas s'enfonçant dans l'ombre. Le dernier écho de la cloche résonna dans le brouillard, tandis que Mademoiselle Marple glissait le mot dans sa manche. Le silence qui suivit semblait vibrer d'une intention tacite, une sorte d'attente qui appartenait moins au village qu'à l'air lui-même. Elle se tourna vers la place, la faible lumière provenant de la fenêtre de son salon l'attirant comme un phare. À l'intérieur, elle posa le papier sur le petit bureau et le regarda longuement. L'écriture était la même que celle des notes précédentes, élégante et inclinée, composée, précise et étrangement théâtrale. Demandez qui portait le masque. La formulation ne contenait ni menace ni supplication. C'était une instruction, comme si on lui avait posé un problème. Elle prit sa loupe et examina les fibres. Le papier était de couleur crème, d'une meilleure qualité que celui que l'on trouvait dans la boutique du village. Ce papier à lettres pouvait provenir de Londres ou du presbytère, où Madame Clement commandait des fournitures pour le bulletin paroissial. Les yeux de Mademoiselle Marple s'adoucirent de haut d'amusement. Elle savait que la nature humaine se contentait rarement d'un simple mystère. Elle devait l'embellir. Dehors, le vent se levait, faisant bruisser les rosiers contre le portail. Elle tira le rideau, baissa la lampe et s'autorisa une seule pensée avant de se coucher. Le masque avait été porté non seulement pour cacher un visage, mais aussi pour en révéler un autre. Le matin apporta une fraîcheur qui promettait de clarifier les choses, mais qui ne fit que rendre la confusion encore plus palpable. Les ragots avaient atteint leur paroxysme. La disparition de M. Porter l'avait transformé d'un aubergiste sans importance en une figure sinistrement fascinante. À l'épicerie, Mme Hartnell déclara qu'il s'était suicidé par honte. Mademoiselle Witherby, la couturière, rétorqua qu'il était à mi-chemin de Boulogne avec l'argent volé. Mademoiselle Marple, qui arriva discrètement pour acheter un paquet de thé, ne se prononça ni pour ni contre. Les gens disparaissent rarement sans laisser quelque chose derrière eux, remarqua-t-elle, en choisissant son sucre avec un soin délicat, même s'il ne s'agit que d'un malentendu. À 10 heures, le colonel Melchet avait réquisitionné le salon de l'auberge pour mener ses interrogatoires. Il accueillit Mademoiselle Marple avec un mélange d'exaspération et de soulagement lorsqu'elle arriva sans y être invitée, mais clairement attendue. « Vous entendrez tout de toute façon, Jane, » dit-il d'un ton bourru. « Autant rendre cela officiel. » L'air à l'intérieur du Blue Boar sentait légèrement la fumée et le plâtre humide. Madame Bantry était déjà présente, officiellement pour apporter un soutien moral au personnel, mais plus probablement pour recueillir des détails à diffuser ultérieurement. Alice Briggs se tenait près de la cheminée, tordant son tablier, les yeux rivés sur le colonel et Mademoiselle Marple, comme si tous deux étaient les juges d'un tribunal moral. Melchet commença d'un ton vif. « Bon, Briggs, quand avez-vous vu Porter pour la dernière fois ?»« Juste après la fermeture, monsieur. Il a dit qu'il fermerait lui-même. Je suis monté peu après. »« Vous n'avez rien entendu d'inhabituel ?» Elle hésita. Seulement. « Eh bien, j'ai cru entendre quelqu'un entrer plus tard. Mais ça aurait pu être le vent qui soufflait sur le loquet. Je n'ai pas regardé. » Melchet grogna. « Et vous n'avez remarqué aucun visiteur plus tôt dans la soirée ?» La voix d'Alice baissa. « Il y en a eu un, monsieur, un homme qui est venu demander M. Porter vers 9 heures.
Je n'ai pas vu son visage, il gardait son écharpe relevée, mais il parlait comme un gentleman. Il m'a donné ceci à transmettre. Elle sortit de sa poche une enveloppe froissée, déjà ouverte. Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. « Puis-je » À l'intérieur se trouvait une seule carte portant la même écriture raffinée. « Notre spectacle n'est pas encore terminé. »« Bon sang » murmura Melchett. « Encore une !» Madame Bantry, fascinée, se pencha en avant. Tout cela est terriblement théâtral, n'est-ce pas? Comme une horrible charade. En effet, dit mademoiselle Marple. Et comme dans toutes les charades, il faut se demander qui apprécie le plus le jeu des acteurs. Le colonel lui lança un regard mi-irrité, mi-admiratif. Vous voulez dire que l'un des nôtres est derrière tout ça? Je veux dire, répondit-elle, que l'auteur de ces notes écrit pour un public, et un public très spécifique. Melchett se tourna vers Alice. Porter l'a-t-il lu? Je ne sais pas, monsieur. Il l'a pris rapidement et m'a dit d'oublier que je l'avais vu. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple se rendit au presbytère sous prétexte de rendre un pamphlet de sermon qu'elle avait emprunté. Elle trouva madame Clement en train d'arranger des chrysanthèmes dans le salon dont le parfum était lourd et funèbre. « Ma chère Jane, dit la femme du vicaire, vous devez penser que nous sommes complètement submergés par le scandale. Le pauvre Léonard est hors de lui. »« C'est tout à fait compréhensible, » dit mademoiselle Marple, les yeux posés sur la boîte à lettres posée sur la table. Elle était de bonne qualité, ornée d'une délicate bordure en relief. De la même marque, elle en était presque sûre, que la note. Elles discutèrent agréablement des affaires de la paroisse, jusqu'à ce que le vicaire lui-même entre, visiblement troublé. « J'ai reçu une visite ce matin, » dit-il. « Madame Price Ridley. Elle insiste pour se confesser, bien qu'elle ne soit pas de ma confession. Elle a dit que c'était urgent avant la fin du bal masqué. Jane, que peut-elle bien vouloir dire ?» Mademoiselle Marple croisa les mains. Parfois, monsieur Clement, les gens se confessent non pas pour obtenir le pardon, mais pour contrôler l'histoire qui sera racontée après eux. Il la regarda d'un air perplexe. « Vous pensez qu'elle cache quelque chose? Je pense qu'elle a peur que quelqu'un d'autre ne le fasse plus. » En quittant le presbytère, mademoiselle Marple passa devant la porte du cimetière, où le policier montait toujours la garde. Au-delà du mur, un corbeau solitaire était perché sur la haie, picorant quelque chose qui brillait. Elle s'approcha. C'était un bouton doré, gravé d'un blason. Il n'était pas neuf, mais bien poli. Elle reconnut immédiatement le motif. Une feuille de chêne stylisée, assortie au bouton de manchette en forme de gland qui se trouvait sur sa cheminée. Plus tard dans la soirée, le colonel Melchett se rendit une nouvelle fois à son cottage, visiblement épuisé. « Bon sang, Jane, tout cela est complètement fou. Les bagages de Porter ont été retrouvés dans le train de 15h40 à destination de Bristol, enregistrés sous un faux nom. Mais ils n'étaient pas à bord. Mais le chef de gare jure avoir vu quelqu'un correspondant à sa description, boitant un peu plus tôt. » Mademoiselle Marple écouta sans l'interrompre, ses aiguilles à tricoter bougeant doucement. « On peut emprunter une boiterie aussi facilement qu'un masque, » dit-elle. « Ce qui m'intéresse davantage, c'est pourquoi il se serait donné la peine d'emporter des bagages s'il avait l'intention de disparaître pour de bon. » Melchett se frotta les tempes. « Parce que les gens sont stupides? Parce que, dit-elle doucement, quelqu'un voulait nous faire croire qu'il s'était enfui. » Il la fixa du regard. « Vous pensez que Porter... » Elle sourit faiblement. « Je pense que le spectacle continue, colonel, et comme dans toutes les pièces de théâtre, il faut se demander non seulement qui a écrit le scénario, mais aussi qui a payé les billets. » Le colonel gémit. « Vous adorez les énigmes, Jane. » Elle posa son tricot. « Ce ne sont pas des énigmes, mon cher. Simplement les manières du péché, très semblables aux manières du salon. Il faut apprendre à reconnaître les silences entre les phrases.
Quand il partit, elle resta un moment près de la cheminée, réfléchissant au masque, à la rose, au billet, et maintenant au gland et à la feuille de chêne. Des fils dans un motif, encore lâche mais qui se rapprochait. Puis, alors qu'elle tendait la main vers sa tasse de thé, elle entendit un léger tapotement à la fenêtre. Une voix d'enfant l'appela doucement à travers la brume. « S'il vous plaît, mademoiselle Marple, maman dit que vous devez venir vite. C'est madame Price Ridley. Il s'est passé quelque chose. » À peine avait-il fini de parler que mademoiselle Marple avait déjà attrapé son châle. L'urgence dans la voix tremblante de l'enfant, mi-effrayée, mi-fascinée, ne laissait aucun doute. L'équilibre qui régnait depuis longtemps dans le village venait à nouveau de se rompre. Elle le suivit dans la ruelle, marchant d'un pas vif malgré les pavés inégaux, la brume s'épaississant autour d'eux comme la fumée d'un feu invisible. Devant la porte de madame Price Ridley, un petit groupe de villageois s'était rassemblé, chuchotant par demi-phrases et s'écartant avec cette déférence réservée aux tragédies. Les rideaux étaient tirés à toutes les fenêtres, sauf une. De cette seule ouverture, une faible lumière ambrée éclairait le brouillard. À l'intérieur, le docteur Haydock était penché sur une silhouette appuyée sur des oreillers dans le salon. Le visage de madame Price Ridley était d'une pâleur crayeuse, ses lèvres bougeaient sans émettre de son. Sur la table à côté d'elle se trouvait un verre de brandy, intact, et un bout de papier froissé. « Une crise cardiaque », murmura Haydock en levant les yeux lorsque mademoiselle Marple entra. Ou peut-être un choc. Elle était agitée depuis plusieurs jours. La femme de chambre la trouvait effondrée près de la fenêtre. A-t-elle parlé? Quelques mots, rien de cohérent. Elle répétait sans cesse quelque chose à propos d'un visage dans la vitre. Mademoiselle Marple s'approcha doucement du lit. La femme ouvrit les yeux et la reconnut. Pendant un instant, la fierté lutta contre la terreur, puis toutes deux cédèrent la place à la fatigue. « C'était lui », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Le masque, dehors, qui regardait à l'intérieur. Je l'ai vu. » La main de mademoiselle Marple, fraîche et ferme, se posa sur la sienne. « Vous êtes en sécurité maintenant, madame Price Ridley. Personne ne vous fera de mal ici. » Mais le regard de la femme se détourna. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle faiblement. « Ce n'est pas moi qu'ils veulent punir. » Sa respiration s'accéléra. Le médecin intervint, la repoussant avec une douceur professionnelle. « Ça suffit pour l'instant, » dit-il fermement. « Elle a besoin de repos, pas de souvenirs. » Mademoiselle Marple inclina la tête, mais s'attarda près de la fenêtre. La vitre était striée d'humidité, mais une seule trace restait distincte. Le contour flou d'une forme ovale, là où un masque avait peut-être effleuré le verre. Dehors, le policier arpentait l'allée, soucieux de paraître, vigilant. Mademoiselle Marple le rejoignit brièvement. « Personne n'a vu de visiteur. »« Pas une âme, madame, » répondit-il. Mais le vieux abbot prétend avoir entendu des pas près du mur de l'église peu après 9 heures. On ne peut pas se fier à son ouïe, mais quand même. Elle le remercia et rentra chez elle à travers le brouillard, qui semblait palpiter doucement au rythme de ses pensées. Le motif commençait à se dessiner, mais comme une broderie vue de l'envers, les fils étaient encore emmêlés et confus. Au matin, la nouvelle s'était répandue que l'état de madame Price Ridley était très grave, et les spéculations sur son passé se multiplièrent en conséquence. On disait qu'elle avait voyagé à l'étranger, qu'elle avait fréquenté des artistes, qu'un scandale avait été discrètement étouffé avant son mariage. Chaque histoire contredisait la précédente, mais ensemble, elles formaient le cœur parfait de la curiosité anglaise, l'indignation morale adoucie par le plaisir. Mademoiselle Marple, peu encline aux conjectures, se rendit une nouvelle fois à l'auberge pour rendre visite à Alice Briggs. Elle trouva la jeune fille pâle mais calme, en train de polir le comptoir du bar avec une vigueur inutile.
Vous avez entendu parler de Madame Price Ridley » demanda doucement mademoiselle Marple. Alice acquiesça. « C'est terrible, madame. On dit qu'elle a vu quelque chose qui l'a effrayée à mort. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « La peur commence souvent par la reconnaissance. Dites-moi, Alice, le soir du bal, lorsque l'invité masqué est apparu, quelqu'un a-t-il quitté la salle, même pour quelques minutes ?» La jeune fille fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Eh bien, je crois que madame Clément l'a fait, juste avant la tombola. Elle a dit qu'elle avait oublié des papiers. Et le major Easterbrook est sorti fumer une cigarette à peu près au même moment. Mais ils sont tous les deux revenus avant la fin du bal. L'un d'eux semblait-il différent à son retour. Alice hésita. Le major avait l'air agité. Il a dit que l'air nocturne était plus froid qu'il ne le pensait. Madame Clément semblait calme, comme si elle s'était souvenue de quelque chose de désagréable. Mademoiselle Marple sourit faiblement. La mémoire peut être plus traîtresse que le temps. Elle remercia la jeune fille et se rendit au presbytère, où madame Clément l'accueillit avec une cordialité nerveuse. Le salon, bien rangé, sentait légèrement la cire de bougie éteinte. « J'espérais tellement que vous appeliez », commença précipitamment madame Clément. Léonard est bouleversé par toutes ces discussions. C'est une chose terrible qui s'est produite dans notre paroisse. Cela pèse sur la conscience, répondit doucement mademoiselle Marple. Surtout quand on a le sentiment qu'on aurait pu l'empêcher, si seulement on avait été plus attentif. La jeune femme rougit légèrement. Vous pensez que j'aurais pu ? Ah, je pense, dit mademoiselle Marple, que vous en savez plus sur les circonstances que vous ne le réalisez. Vous avez quitté la salle ce soir-là, n'est-ce pas ? Oui, juste un instant. Je suis allé chercher une liste pour la tombola. Elle eut un petit rire nerveux. Vous ne pensez tout de même pas que je me cachais derrière un masque ? Les yeux de mademoiselle Marple pétillèrent. Pas caché, ma chère, peut-être protégé. Les deux se ressemblent souvent. Avant que madame Clément n'ait pu répondre, le vicaire entra, pâle et troublé. « Ils ont retrouvé Porter », dit-il brusquement. Du moins, ils ont retrouvé où il se trouvait. Il s'est présenté au poste de police de Much Benham de son plein gré. « Il est vivant, alors ?» souffla madame Clément. « Tout à fait vivant. Il prétend s'être enfui parce qu'il était suivi. Il dit qu'il craignait pour sa vie. » Mademoiselle Marple posa légèrement ses mains sur sa tasse de thé. A-t-il mentionné par qui ? Le vicaire secoua la tête. Seulement que cette personne portait un masque blanc, avec des dorures autour des yeux. La description resta suspendue dans la pièce comme un fantôme. Pendant un instant, personne ne parla. Puis madame Clément frissonna. Ce doit sûrement être une terrible coïncidence. Les coïncidences, dit mademoiselle Marple, sont comme le lierre. Elles poussent plus densément là où les murs sont les plus faibles. Ce soir-là, le colonel Melchett lui fit savoir qu'il souhaitait la voir au commissariat. Porter était assis, pâle et tremblant, dans le fauteuil de l'inspecteur, rongé par la peur. « Je n'ai fait de mal à personne, madame, » dit-il dès que mademoiselle Marple entra. « Je le jure, je voulais juste m'éloigner. Il y avait des lettres, des menaces. Quelqu'un savait ce qui s'était passé il y a des années. Que s'était-il passé, monsieur Porter ? Ses mains tordaient dans le bord de son chapeau. C'était à l'étranger, à Venise, il y a peut-être 10 ans. Il y avait une femme, une Anglaise. Elle... Il s'interrompit, regardant par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir le masque apparaître. Elle pensait que je l'avais trahi. Mais ce n'était pas moi. La voix de mademoiselle Marple resta calme. Et le masque, il déglutit. C'était le sien. Elle le portait lors des bals costumés. Elle disait qu'il lui permettait de dire ce qu'elle pensait vraiment. Le colonel Melchett serra le poing sur le bureau. « Vous nous dites que madame Price Ridley... » Mais mademoiselle Marple leva la main, d'un ton doux. « Nous ne devons pas tirer de conclusion avant que le rideau ne tombe, colonel.
Les spectacles réservent souvent leur acte le plus sombre pour la fin. Alors qu'ils emmenaient Porter pour un interrogatoire plus approfondi, elle regarda une fois de plus la fenêtre derrière laquelle le crépuscule s'était installé comme un public attendant son signal. Quelque part, la vérité attendait, patiente, sereine, portant le dernier masque de tous. Le bureau de l'inspecteur se vida lentement après le départ de Porter. L'écho de la porte qui se refermait laissa place à un silence qui semblait absorber jusqu'au tic-tac de l'horloge. Le colonel Melchett se tenait près de la fenêtre, son reflet se superposant au crépuscule naissant comme un soldat incertain du front auquel il faisait face. Mademoiselle Marple, assise tranquillement, ses gants pliés sur ses genoux, l'observait sans parler. Finalement, il se retourna. « Vous pensez qu'il ment, n'est-ce pas ?» Elle pencha légèrement la tête. « Il ne ment peut-être pas, mais il déforme la vérité. Les gens ont souvent tendance à édulcorer la vérité lorsqu'ils craignent qu'elle ne devienne trop crue. » Melchett poussa un grognement bourru. « Il a peur, je vous l'accorde. Mais tout ce discours sur Venise et les bals masqués ressemble à des divagations dignes d'un mélodrame. Et cette histoire d'être suivi, c'est absurde. Personne à St. Mary Mead n'a le temps ni l'imagination pour ça. »« Oh, je n'en serais pas si sûre, » dit doucement mademoiselle Marple. « La peur fait de nous tous des dramaturges. » Elle se leva et se dirigea vers le bureau, où une petite pile de preuves était soigneusement disposée. Le bouton de manchette en forme de gland, le bouton doré et le morceau déchiré du masque vénitien. Ses doigts planèrent au-dessus d'eux, sans les toucher. « Il y a un schéma ici, colonel, » murmura-t-elle. « Chaque pièce appartient à une personne différente, et pourtant, toutes semblent s'être rencontrées lors du même bal. » Melchett fronça les sourcils, sa patience s'amenuisant. « Je préfère une confession à un schéma. » « Les confessions, » dit mademoiselle Marple, « surviennent lorsque la conscience se lasse de se dissimuler. Jusque-là, nous devons nous contenter d'observer. Dehors, le brouillard s'accrochait aux vitres comme un souffle. Les lampadaires de la place commençaient à s'allumer un à un, formant des îlots jaunes dans une mer grise. Mademoiselle Marple prit congé, et le colonel, résigné face à sa persévérance tranquille, lui proposa de faire appel à un agent de police pour la raccompagner chez elle. Elle refusa. L'air extérieur était humide et froid. Alors qu'elle traversait la place, elle remarqua un mouvement près du mur du cimetière. Une silhouette se baissa, puis se redressa brusquement à son approche. La silhouette familière du major émergea de la brume, un cigare brillant faiblement dans sa main. « Bonsoir, mademoiselle Marple, » dit-il avec trop d'enthousiasme. « Quelle nuit horrible pour se promener, n'est-ce pas ?»« Tout à fait, » répondit-elle. « Et quel endroit étrange pour cela, à moins d'apprécier la compagnie des défunts. » Il rit maladroitement. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien. Ces événements, ils sont perturbants pour tout le monde. » En effet, bien que certains trouvent cette agitation étrangement revigorante. Il fronça les sourcils, ne sachant pas si elle le taquinait. « Vous ne pensez pas que j'ai quelque chose à voir avec cette affaire, n'est-ce pas ? La moitié du village me regarde comme si j'avais moi-même enterré le masque. »« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que la culpabilité ressemble souvent à de l'anxiété pour l'observateur non averti. » Il expira un mince nuage de fumée. « Vous avez la langue bien pendue sous vos manières douces, mademoiselle Marple. »« Je suis simplement précise, » répondit-elle aimablement. Il laissa tomber son cigare et l'écrasa sous son talon. « Si vous voulez tout savoir, j'ai quitté la salle ce soir-là, plus longtemps que je ne l'ai dit à Melchett. Porter voulait me parler. Il m'a dit que quelqu'un menaçait de révéler un vieux scandale. Il m'a supplié de garder le silence. Et vous avez accepté. Je lui ai dit d'aller voir la police. Il a répondu qu'il était trop tard. Puis cette maudite silhouette masquée est sortie de l'ombre de la cour de l'auberge.
J'ai eu une peur bleue. J'ai dit à Porter que je ne voulais plus avoir affaire à ces absurdités et je l'ai laissé là. Les yeux de mademoiselle Marple étaient doux, mais son ton était grave. Pourtant, vous n'en avez jamais parlé. Je ne voulais pas être mêlé au ragot. Vous savez comment est le village? Oui, dit-elle, et c'est précisément pour cela que je me demande quel genre de ragots peuvent effrayer un homme au point de le réduire au silence. Il croisa son regard, puis se détourna brusquement. « Vous allez finir par vous prendre pour un détective », marmonna-t-il, avant de s'éloigner vers le green. Le lendemain matin, le brouillard avait laissé place au vent, dispersant les rumeurs du village dans toutes les directions. Madame Bantry appela tôt, les joues rougies par le plaisir d'annoncer une nouvelle. « Jane, vous n'allez pas le croire. La femme de chambre de Madame Price Ridley dit que sa maîtresse a reçu une visite hier soir. Une femme. Elle n'a pas donné son nom. Elle a laissé une lettre. Le docteur Haydock dit qu'elle est dans un état pitoyable ce matin, délirant à propos de fantômes. Les fantômes sont rarement surnaturels, observa mademoiselle Marple. Ils sont généralement composés de souvenirs. Madame Bantry se pencha vers elle. Pensez-vous que cette femme pouvait être Madame Clement? La femme de chambre jure avoir entendu sa voix, tremblante et polie, comme celle de la femme du vicaire lorsqu'elle cache quelque chose. Je pense, dit mademoiselle Marple, que la politesse de Madame Clement cache beaucoup de choses, qui ne sont pas toutes mauvaises. À midi, le colonel Melchet rappela, cette fois avec une pointe d'excitation. Nous avons fouillé minutieusement le logement de Porter. Nous avons trouvé un tiroir fermé à clé dans son bureau. Il contenait une poignée de lettres, toutes signées uniquement par des initiales. Encore CM. Des références à de l'argent, au silence, à quelque chose qui a été fait et regretté. Nous retrouverons bientôt l'auteur de ces lettres. Mademoiselle Marple accepta la nouvelle sans surprise. J'imagine que les initiales ne désignent pas l'auteur, mais le destinataire. Il est toujours plus sage, dans une correspondance délicate, d'inverser les attentes. Melchet la fixa du regard. Vous voulez dire? Je ne veux rien dire pour l'instant, colonel, mais réfléchissez. Si quelqu'un souhaite dissimuler son identité, il préférera peut-être utiliser les initiales de sa victime plutôt que les siennes. Il gémit. Vous allez me tordre le cerveau avant que tout cela ne soit terminé. C'est la seule façon de le démêler, dit-elle avec un calme serein. En fin d'après-midi, elle se rendit une nouvelle fois au cimetière. Le vent secouait les branches nues, faisant trembler les dernières feuilles, comme des fragments de papier. Près du mur de la sacristie, elle trouva ce qu'elle s'attendait à moitié à trouver. Un morceau de dentelle accroché à un clou dont le bord était déchiré. Il correspondait à la bordure de la robe que Madame Clement avait portée au bal, d'un doré pâle, désormais terni par la saleté. Elle le ramena chez elle, enveloppé dans son mouchoir. Dans son cottage, elle le posa à côté du bouton de manchette en argent et du bouton doré, les pièces formant une constellation silencieuse sur sa table. Chacune d'entre elles avait appartenu à une personne respectable, sûre de sa place, mais chacune avait échappé à son propriétaire dans un moment de panique. Alors que le crépuscule s'intensifiait, elle entendit des pas sur le chemin et un coup sur son portail. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Madame Clement se tenait là, les yeux cernés de fatigue, les mains tremblantes autour d'une enveloppe scellée. « Je ne peux plus la garder, mademoiselle Marple, » dit-elle. « Il m'a fait promettre, il y a des années, lorsque cela s'est produit à l'étranger, mais je ne peux pas. » Mademoiselle Marple la fit entrer sans un mot. La jeune femme posa l'enveloppe sur la table et recula, comme si elle s'éloignait de quelque chose de dangereux. « Tout est écrit là-dedans, » murmura-t-elle. « La vérité sur Venise, sur le masque, sur qui a vraiment... » Sa voix se brisa. Le regard de mademoiselle Marple resta doux, mais ferme. « La vérité, ma chère, tue rarement. C'est le fait de la cacher qui tue.
Madame Clement pressa un mouchoir contre sa bouche et acquiesça silencieusement. Puis, retrouvant son sang-froid, elle partit aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle un léger parfum de lys. Mademoiselle Marple s'assit, l'enveloppe devant elle. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle regarda une fois de plus le brouillard qui commençait à envahir le village, doux et dissimulateur. Quelque part, au sein de celui-ci, elle sentait que le bal masqué se préparait pour sa dernière danse. Le faible murmure des pas qui s'éloignaient s'estompa dans la nuit, tandis que mademoiselle Marple restait assise à son petit bureau, l'enveloppe scellée posée devant elle comme une question à laquelle elle n'était pas encore prête à répondre. Dehors, le brouillard passait doucement devant la fenêtre, estompant la lumière des lampadaires en un halo pâle. Elle prit sa tasse de thé, désormais froide, et but une gorgée distraitement, son esprit passant en revue les événements de la soirée. La visite de Madame Clement n'avait pas été impulsive. C'était l'acte d'une femme acculée par sa propre conscience. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement, chaque battement faisant écho à ses pensées. Au bout d'un moment, elle approcha l'enveloppe et examina le sceau. Il était simple, sans marque, mais le papier, à l'intérieur, dégageait un léger parfum. Encore délice, recouvert d'une odeur plus forte, peut-être de l'eau de rose. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite d'une écriture soignée et féminine. « Si quelque chose arrive, faites-le savoir. Ce qui s'est passé à Venise n'était pas ce qu'il semblait être. Une femme qui a subi une injustice peut pardonner. Une femme qui a été humiliée ne le peut pas. Il me trouvait trop respectable pour se souvenir. Mais la mémoire est un masque cruel et elle retrouve toujours son visage. » Il n'y avait pas de signature. Mademoiselle Marple plia la lettre et resta immobile. La formulation était délibérée, confessionnelle, et pourtant curieusement détachée, écrite non pas dans la peur, mais dans le calme de la décision. Une femme qui anticipait la révélation, et non une femme suppliant pour l'éviter. Le lendemain matin se leva, fragile et lumineux, le premier vrai soleil depuis plusieurs jours. Il plongea le village dans une gaieté trompeuse qui ne fit qu'accentuer le sentiment sous-jacent de malaise. Les enfants jouaient dans la ruelle, tandis que leur mère se tenait sur le pas de leur porte, discutant de ce que la police pourrait découvrir ensuite. En milieu de matinée, le colonel Melchett arriva au cottage de mademoiselle Marple avec la vivacité d'un homme qui prétend avoir le contrôle. « Vous serez heureuse d'apprendre, » commença-t-il sans préambule, « que l'histoire de Porter se vérifie, en grande partie. L'affaire vénitienne était bien réelle. Il semble que madame Price Ridley ait voyagé à l'étranger il y a 10 ans sous son nom de jeune fille. Porter travaillait alors comme réceptionniste dans un hôtel. Il y a eu un incident impliquant de l'argent et une disparition. Personne n'a été poursuivi, mais cela a laissé des rumeurs. Les rumeurs, dit doucement mademoiselle Marple, ont tendance à se transformer en scandale avec le temps, un peu comme le vin, mais avec moins de saveur. Melchett ricana. Le problème, c'est que Porter prétend qu'il n'était pas coupable. Il dit qu'elle lui a fait porter le chapeau pour sauver sa réputation. J'ai demandé à Londres de confirmer. Entre-temps, madame Clement s'est présentée au poste ce matin, souhaitant me voir en privé. Je lui ai dit d'attendre que je vous ai parlé. Mademoiselle Marple le regarda avec douceur. « C'est très attentionné de votre part de partager vos témoins, colonel, mais j'imagine qu'elle a moins à avouer qu'elle ne le croit. » Il fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle couvre quelqu'un d'autre ? C'est possible. Ou quelque chose qu'elle n'a pas réussi à empêcher. » Ils se mirent en route ensemble vers le presbytère, où madame Clement les attendait dans le salon, le visage tendu comme une corde. La lettre que mademoiselle Marple avait lue la veille semblait planer invisiblement entre eux. « Je suis venue, dit-elle d'emblée, parce que je ne peux plus supporter cette situation.
Ce n'est pas moi qui ai écrit ces mots, je le jure. Mais je sais qui l'a fait. Le crayon de Melchett s'arrêta. Continuez. Elle hésita, tournant son alliance entre ses doigts. C'était Madame Price Ridley elle-même. Elle a commencé à les écrire plusieurs semaines avant le bal. Je pensais qu'elle les écrivait simplement comme une thérapie, je suppose. Elle était hantée par quelque chose de son passé. Mais récemment, elle a commencé à les poster, l'une après l'autre, comme si elle voulait forcer quelqu'un à se souvenir. « Qui ?» demanda mademoiselle Marple. « Porter », dit-elle à voix basse. Il était revenu ici sous un faux nom. Elle l'a découvert par hasard lorsqu'il a demandé une licence locale. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de le dénoncer, de lui faire peur pour qu'il avoue. Mais elle n'avait pas réalisé ce que la peur pouvait faire. Le colonel se pencha en avant. Vous dites qu'elle a elle-même mis en scène la première note, celle qui concernait le masque. Madame Clement acquiesça tristement. Oui. Elle disait que le masque révélerait la vérité qui avait été enfouie. Elle a même envoyé le masque vénitien comme l'eau de tombola, juste pour voir qui réagirait. Melchett griffonna furieusement. Tout cela a donc commencé comme un jeu de vengeance de sa part. La voix de mademoiselle Marple était douce. La vengeance reste rarement un jeu, colonel. Madame Clement poursuivit, les yeux brillants. Cette nuit-là, quand j'ai quitté le hall, elle m'a suivi dehors. Elle m'a demandé si je pensais que la culpabilité pouvait être rachetée. Avant que je puisse répondre, elle a dit quelque chose d'étrange, que l'un de nous deux saurait bientôt ce que signifiait porter la honte d'un autre. Je n'avais pas compris à ce moment-là. Maintenant, je crains qu'elle ait voulu provoquer sa propre punition. Melchett se leva, inquiet. Vous pensez qu'elle s'est fait du mal ? Madame Clement secoua la tête. Non, elle est trop fière pour cela. Mais elle voulait que tout le monde la voie comme la victime qu'elle n'a jamais été. Après son départ, mademoiselle Marple et le colonel s'attardèrent près du portail de l'église. « C'est une toile, ce d'araignée, Jane, dit-il d'un ton sombre. La moitié du village y est prise au piège et on n'en voit pas la fin. » Elle sourit faiblement. « Oh, il y a toujours une fin, colonel. Nous n'avons tout simplement pas encore atteint le point où les gens se lassent de mentir. » Cet après-midi-là, mademoiselle Marple rendit discrètement visite à madame Price Ridley. Le médecin était parti. La femme de chambre ouvrit la porte, pâle et réticente. « Elle se repose, madame. Le médecin dit qu'il ne faut pas la déranger. »« Je ne la dérangerai pas longtemps, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Juste un mot à la porte. » Mais lorsqu'elle entra dans le salon sombre, elle vit immédiatement que la femme ne se reposait pas. Madame Price Ridley était assise bien droite dans le fauteuil, près de la fenêtre, le visage tourné vers la lumière, immobile, calme et complètement sans vie. Le verre de brandy était posé à côté d'elle, à moitié plein. Mademoiselle Marple eut le souffle coupé, mais pas par surprise. Sous le bord du verre, il y avait un léger résidu de quelque chose de poudreux, presque invisible. En moins d'une heure, le colonel Melchett et le docteur Haydock étaient de retour. « Une crise cardiaque », dit le médecin, bien que son ton manquât de conviction. « Rapide, paisible, peut-être une bénédiction. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Son regard s'attarda sur le bureau près de la fenêtre, où gisait une enveloppe ouverte, adressée mais non scellée. Elle s'approcha. À l'intérieur se trouvait une seule carte, écrite de la même écriture élégante. Le masque a rempli son rôle. Il est trop tard pour demander pardon. Tandis qu'elle lisait, un courant d'air agita les rideaux, les soulevant doucement comme le souffle d'une présence invisible. Le masque était bel et bien tombé, mais mademoiselle Marple sentait qu'un autre visage attendait derrière, souriant dans l'ombre. L'air dans le salon était empreint d'un calme particulier qui suit un décès, pas exactement un silence, mais une absence de bruit qui semblait délibérée. Mademoiselle Marple se tenait près de la fenêtre.
les mains légèrement jointes devant elle, tandis que le colonel Melchett dictait de brèves instructions aux policiers. Dehors, la lumière de l'après-midi perçait faiblement à travers le brouillard, rendant chaque contour de la pièce flou et incertain, comme si la réalité elle-même hésitait à s'imposer. Le docteur Haydock ferma sa mallette dans un clic étouffé. « Il y aura des rumeurs, bien sûr, » dit-il calmement. « Il y en a toujours. Je vais inscrire pour l'instant une insuffisance cardiaque. Mais je ne suis pas très rassuré par ce résidu dans le verre. » Melchett fronça les sourcils. « Du poison, alors ? C'est possible, de la digitaline, peut-être. Il n'y a pas d'odeur, ce qui rend cette hypothèse d'autant plus probable. » Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur le bureau. « Le suicide d'une dame, » murmura-t-elle, « est rarement aussi net. Surtout quand sa conscience avait l'habitude d'écrire des lettres. » Melchett suivit son regard. « Vous pensez que quelqu'un a trafiqué le verre ? » « Je pense, » dit-elle doucement, « que Madame Price Ridley préférait contrôler les histoires, pas y mettre fin. » Quelqu'un d'autre a choisi son silence. Il se frotta les tempes. « Mon Dieu, Jane, vous donnez l'impression que le meurtre est une préférence morale. »« Parfois, » répondit-elle, « c'est exactement cela. » Ils quittèrent la maison ensemble peu après, la porte verrouillée et scellée sur ordre de la police. Les villageois flânaient dans le parc, leur curiosité à peine dissimulée par des gestes de pieuse sympathie. Le châle de mademoiselle Marple flottait dans la brise tandis qu'elle traversait vers son cottage, ses pensées s'alignant tranquillement en un fragile schéma de causes et de conséquences. Le soir venu, les premières rumeurs s'étaient transformées en un récit. La pauvre Madame Price Ridley, poussée par la culpabilité et l'humiliation, s'était donné la mort. Le ton des ragots était passé du scandale à la pitié, ce qui était toujours l'évolution préférée du village face à une tragédie. Pourtant, mademoiselle Marple ne pouvait se résoudre à accepter cette version. L'écriture sur la dernière carte était régulière, sans précipitation. Le verre était disposé avec précision à côté d'elle. Il y avait une intention, mais pas de désespoir. Et sous tout cela, cette légère et délibérée touche d'ironie, comme si l'auteur savait que quelqu'un viendrait le lire. Après le souper, elle alluma sa lampe et relut ses notes, chaque petit indice formant une île modeste sur la page. Le bouton de manchette en forme de gland, le bouton en or, la dentelle, les notes, écrites en référence à soi-même. La phrase « Le pardon est trop tard ». Elle tapota pensivement la pointe de son stylo. « Trop tard pour qui ?» murmura-t-elle. À 8 heures, on frappa à la porte. C'était Madame Bantry, enveloppée dans une quantité impressionnante de châles et débordante de curiosité. « Jane, avez-vous entendu? Ils ont trouvé autre chose. Au Blue Boar. » Le policier qui gardait les lieux est entré pour s'abriter, et là, derrière le bar, il a trouvé une boîte. Elle était fermée à clé, mais contenait des papiers. Porter jure que ce n'est pas la sienne. « Mon Dieu !» dit mademoiselle Marple. « J'espère qu'ils laisseront le colonel l'ouvrir avant que la moitié du village ne s'en empare. »« Ah, ils l'ont déjà fait venir, » dit madame Bantry en baissant la voix. Mais Alice Briggs dit qu'il y a un nom sur l'une des enveloppes à l'intérieur, écrit en lettres élégantes. Clément. La mention de ce nom s'installa entre eux comme du givre. « Cette pauvre femme, » dit mademoiselle Marple doucement. « Comme il est curieux que tout le monde essaie de la protéger en révélant un peu trop. » Le colonel Melchett arriva 1 heure plus tard, les bottes boueuses, le visage sombre. Il posa un paquet de documents sur sa table. « J'ai pensé que vous devriez les voir, Jane. Elles sont adressées à CM, mais elles proviennent de Madame Price Ridley. Il y a des lettres datant de plusieurs mois. Elle les a envoyées par la poste au presbytère sous un faux nom, sans signature. Madame Clément a dû penser qu'elles étaient anonymes. » Mademoiselle Marple déplia la feuille du dessus. Les mots étaient écrits d'une écriture soignée
et inclinés, comme ceux des autres notes. Vous avez prêché la miséricorde une fois à Venise, mais cela ne m'a jamais été destiné. Le masque était le vôtre au départ. Je n'ai fait que apprendre à le porter. » Ses yeux parcoururent lentement la page, son expression restant impassible. « Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Clement, colonel ? » ?»« Depuis des années. C'est une femme charmante, un peu trop impressionnable peut-être. Que suggérez-vous ? » ?»« Simplement que la compassion peut parfois dissimuler la complicité, et qu'un sermon entendu trop tard peut devenir un alibi. » Il fronça les sourcils. « Vous parlez encore par énigme. »« Non, dit-elle, je ne fais que traduire. Je pense que nous lisons les confessions à l'envers. » Le colonel soupira. « Vous voulez dire que Madame Price Ridley ne cherchait pas à se venger, mais qu'elle avertissait quelqu'un ? Peut-être les deux. Les gens expriment rarement une seule émotion à la fois. » Il s'appuya contre la cheminée, fatigué. « Alors qui l'a empoisonné ? » Porter était sous bonne garde. Madame Clement n'aurait pas pu le faire devant la moitié de la paroisse. La femme de chambre jure qu'elle n'a jamais quitté la pièce. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la fenêtre où le brouillard s'était à nouveau épaissi. « Oh, mais c'est justement dans le brouillard que les gens se déplacent sans être remarqués. Ils donnent une permission aux personnes respectables. » Plus tard, lorsqu'il fut parti, elle resta à son bureau. Son tricot était inutilisé, mais pas ses pensées. Elle se souvenait des mains tremblantes de Madame Clement lorsqu'elle lui avait remis l'enveloppe, et de la façon dont elle avait dit « Il m'a fait promettre, il y a des années ». La formulation était étrange. Pas « demander », mais « fait ». Et ce parfum, lisse et eau de rose, qui imprégnait aussi bien les lettres que le verre de brandy. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Alice Briggs se tenait sur le seuil, son châle bien serré autour d'elle. « Je suis désolée de vous déranger, madame, » murmura-t-elle, « mais j'ai trouvé quelque chose quand ils ont vidé la cave de l'auberge. C'était dans le tas d'ordures, et j'ai pensé que cela pourrait avoir de l'importance. » Elle tendit un petit objet enveloppé dans du papier. Un autre bouton de manchette, identique à celui en forme de gland. Celui-ci, cependant, portait une légère trace de peinture dorée, du type de celle utilisée pour les décorations du bal. « Où était-il, exactement ?» demanda mademoiselle Marple. « Dans une boîte de lanterne cassée derrière les tonneaux. Je l'ai remarqué parce qu'il reflétait la lumière. » Mademoiselle Marple la remercia et la regarda disparaître à nouveau dans le brouillard. Lorsqu'elle posa le bouton de manchette à côté de son jumeau, le motif devint plus net. Les glands étaient identiques, mais inversés. Un pour chaque manche, un tombé dans le hall, un caché à la hâte. Elle se pencha en arrière, une légère lueur de tristesse dans les yeux. « Ainsi, murmura-t-elle, le masque a bien été porté 2 fois. Une fois pour se venger, une fois pour sauver quelqu'un. Et c'est le mauvais visage qui en a payé le prix. » De l'extérieur, on entendait le lance-sonnerie de l'horloge de l'église. 10 heures, délibérée et patiente. Mademoiselle Marple se leva, son châle sur les épaules, et jeta un coup d'œil vers la route menant au presbytère. Il était temps, pensa-t-elle, d'assister à la dernière représentation avant que le rideau ne tombe. La route menant au presbytère était noyée dans la brume, les lampadaires brillant comme de pâles sentinelles, tandis que mademoiselle Marple marchait d'un pas calme et déterminé. Elle serra son châle autour d'elle, qui flottait légèrement à l'ourlet. Le froid semblait aiguiser ses pensées, plutôt que les entraver. Le village était calme, porte fermée, rideaux tirés, mais derrière ces murs, l'air était chargé de conjectures. À St. Mary Mead, la tragédie avait la courtoisie de se propager rapidement. Elle arriva à la porte du presbytère au moment où l'horloge de l'église sonnait le quart d'heure. Le son roula doucement à travers les champs humides, s'évanouissant dans un silence qui semblait presque expectatif. À travers la fenêtre du bureau, elle vit de la lumière, la faible lueur dorée d'une lampe de bureau
et à l'intérieur, la silhouette courbée de M. Clement. Sa posture était fatiguée, sa main appuyée contre sa tempe comme si le poids même de la décence était devenu trop lourd à supporter. Quand elle frappa, le bruit le fit sursauter. Il se leva aussitôt, lissa sa soutane et ouvrit la porte avec un calme forcé qui ne la trompa pas le moins du monde. « Mademoiselle Marple, dit-il en essayant de sourire, je suppose que ce n'est pas une heure propice aux visites. Pardonnez-moi, monsieur Clement, l'heure n'est peut-être pas propice aux visites, mais je crains que le sujet ne le soit pas. J'ai pensé que nous pourrions parler avant que d'autres ne le fassent. » Il s'écarta et elle entra. Le bureau sentait les vieux livres et la cire de bougie. Sur la cheminée se trouvait un vase de lys, dont le parfum était léger mais indéniable. « C'est une période difficile pour tout le monde, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. « Ma femme se repose, elle n'est pas elle-même depuis hier. »« Je comprends, » dit mademoiselle Marple en s'installant avec précaution dans le fauteuil. « Le chagrin et la conscience sont des compagnons difficiles. » Il la regarda d'un air sévère. « La conscience, mademoiselle Marple ? Vous avez prêché là-dessus dimanche dernier, je crois, » dit-elle doucement. « D'après l'épître de Saint Jean, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » J'ai trouvé cela très approprié. Pendant un long moment, il ne dit rien, puis il eut un petit rire sans joie. « Vous pensez que j'en sais plus que ce que j'ai dit. Vous avez raison, bien sûr, un ecclésiastique en sait toujours plus. Mais je vous assure que j'ai dit au colonel Melchett tout ce qui était pertinent. » Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux. « La pertinence est un mot flexible, monsieur Clement. Pardonnez-moi si je vous demande plutôt ce qui est vrai. » Il se tourna vers la fenêtre où son reflet se confondait avec l'obscurité. « C'était ma faute, vous savez, » dit-il enfin. « Il y a des années, à Venise, j'étais vicaire en congé. Il y avait une femme à la pension, solitaire, fière, facilement flattée par la conversation. Je pensais pouvoir lui offrir du réconfort. C'était stupide, naïf. Il y eut des ragots, injustes, mais préjudiciables. Son mari la quitta peu après. Je quittai le pays en disgrâce. Elle épousa plus tard un Anglais, un veuf, Madame Price Ridley. La voix de mademoiselle Marple était à peine plus forte qu'un murmure. Et le masque? Elle en avait un. Elle le portait lors d'une fête de carnaval. Je m'en souviens très bien. Il était blanc et doré. Elle disait qu'il lui permettait d'être honnête sans être reconnu. « Et quand vous vous êtes revus ici, » dit doucement mademoiselle Marple, « elle vous a reconnu. » Oui, j'ai essayé de l'aider. Elle voulait se venger, même si elle présentait cela comme une révélation. Les lettres ont commencé peu après qu'elle ait vu Porteur à l'auberge. Ils nous connaissaient tous les deux à Venise. Je lui ai dit d'arrêter, je l'ai supplié de laisser le passé mourir. Il serra les poings derrière son dos. Mais elle aimait ça, raviver le passé, jouer tour à tour le juge et le pénitent. Quand elle m'a montré la dernière lettre qu'elle avait l'intention d'envoyer, celle avec l'énigme du masque, je l'ai brûlée. Je pensais que cela mettrait fin à tout ça, mais elle en avait déjà envoyé d'autres. Mademoiselle Marple le regarda calmement. « Alors comment expliquez-vous le verre sur sa table et la poudre qu'il contenait ?» Il se retourna, le visage blême. « Je ne l'explique pas. Elle était en vie quand je l'ai quittée hier après-midi. Elle m'a demandé pardon. Je lui ai dit qu'elle l'avait déjà obtenu. Je pensais que c'était de la miséricorde. Maintenant, j'ai l'impression que c'était de la complicité. Elle n'a pas été empoisonnée par la miséricorde, dit doucement mademoiselle Marple, mais peut-être par un amour qui se prenait pour de la protection. » Un grincement les interrompit, le faible bruit d'un mouvement à la porte. Madame Clement se tenait là, aussi, pâle que son mari, une main agrippée au cadre de la porte. « Je ne pouvais pas rester à l'étage, » dit-elle. « J'ai entendu vos voix. » Ses yeux rougis cherchèrent ceux de mademoiselle Marple. « Vous savez, n'est-ce pas ? Je soupçonne, »
dit mademoiselle Marple, que c'est vous qui avez versé le brandy. Le vicaire sursauta. Ma chère. La voix de madame Clement était basse, calme, dénuée de toute prétention. Elle souffrait, Léonard. Elle disait vouloir trouver la paix. Elle tremblait terriblement. J'ai pris le cordial dans votre armoire, juste pour la calmer. Je ne savais pas qu'elle... Sa voix se brisa, jusqu'à ce que je voie les restes. Elle l'avait mélangé elle-même. Le vicaire se couvrit le visage des deux mains. Mon Dieu! Miss Marple se leva et toucha doucement le bras de la femme. Vous devez dire la vérité, ma chère. Pas à la justice, peut-être, mais à vous-même. L'acte était le sien, mais le silence après coup était le vôtre. Madame Clement perdit son sang-froid. Je pensais protéger Léonard. Je pensais que s'ils apprenaient ce qui s'était passé à Venise, cela le détruirait. Je n'ai jamais voulu. L'intention détermine rarement les conséquences, dit doucement mademoiselle Marple. Mais la confession peut rétablir l'équilibre, même si elle ne peut pas ramener la vie. Pendant un moment, personne ne parla. L'horloge sur la cheminée tic-taquait à un rythme régulier, aussi régulier que la respiration. Puis mademoiselle Marple se tourna vers le vicaire. « Lorsque vous avez prêché dimanche dernier, vous avez parlé du pardon comme d'un cadeau qu'il faut accepter avant de pouvoir le donner. Il est peut-être temps de suivre votre propre conseil. » Il croisa son regard avec une gratitude brisée. « Vous pensez donc qu'il y a de l'espoir ? » « Il y a toujours de l'espoir, » dit-elle doucement, « mais rarement l'immunité. » Quand elle quitta le presbytère, le brouillard avait commencé à se dissiper, révélant de faibles étoiles au-dessus du clocher de l'église. Les cloches étaient désormais silencieuses. L'air sentait légèrement le lys, porté par la fenêtre ouverte qu'elle avait laissée derrière elle. Arrivée à son portail, elle s'arrêta. De l'autre côté de la pelouse, une petite silhouette se tenait sous le lampadaire. Alice Briggs, qui observait les fenêtres du presbytère. Les yeux de la jeune fille étaient écarquillés, empreints de cette curiosité particulière, née de la peur. « Rentre chez toi, ma chérie, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il vaut mieux ne pas voir certaines choses. » Alice hésita. « Vous pensez que c'est fini, madame ?» Mademoiselle Marple regarda la lumière qui brillait encore au loin dans le bureau du presbytère. « Non, mon enfant, dans les villages, rien ne s'arrête jamais vraiment. Cela change simplement qui observe. » Elle rentra et tira les rideaux. Sur sa table se trouvaient les 2 boutons de manchette en forme de gland, côte à côte, brillant faiblement à la lumière de la lampe comme 2 yeux veillant ensemble. Elle referma lentement et délibérément la boîte, dans un petit geste intime d'enterrement. Dehors, le vent agitait les arbres et l'horloge de l'église commença sa lente ascension vers minuit. La nuit s'approfondit dans le genre de silence que seuls les petits villages connaissent, une quiétude qui absorbe tout sauf l'écho de son propre cœur. Mademoiselle Marple était assise près des braises mourantes de son feu, la faible lueur caressant la sérénité ridée de son visage. Elle attendait le colonel Melchett, et lorsqu'on frappa brusquement à la porte vers 1h du matin, elle se contenta de soupirer doucement et se leva pour le laisser entrer. Il entra, chapeau à la main, l'air grave. « Eh bien, Jane, » dit-il doucement, « c'est fini. Le médecin a confirmé qu'il s'agissait bien de poison, de la digitaline, comme vous le soupçonniez. Il est convaincu qu'elle l'a pris elle-même. Les documents officiels parleront de suicide. Mais entre nous, je ne sais pas trop si je peux y croire. » Mademoiselle Marple lui servit du thé, comme s'il discutait de la météo. Les croyances sont rarement unanimes en matière de conscience, colonel, mais parfois l'âme préfère le jugement au pardon. Il prit la tasse et la regarda fixement. « J'ai vu beaucoup de folies humaines au cours de ma vie, mais cela, toutes ces lettres, ces mascarades, ces théâtres moraux, c'est quelque chose de différent. »
comme si chaque personne impliquée jouait pour un public invisible. Elle sourit faiblement. Peut-être que c'était le cas. Dans certains cercles, le repentir est une sorte de théâtre. Mais le rideau tombe trop tard. Il se pencha en arrière, las. « Et les Clément ? Ils purgeront leur pénitence en privé, dit-elle. Madame Clément a agi par loyauté, pas par malveillance. Son mari démissionnera, naturellement. C'est mieux ainsi. Ils partiront à l'étranger, dans un endroit chaud où les lys fleurissent sans reproche. Il grogna. Porter a été innocenté. Il part aussi. Il dit qu'il en a fini avec l'Angleterre. Je ne peux pas lui en vouloir. L'exil, murmura mademoiselle Marple, prend plusieurs formes. Parfois, il est géographique. Parfois, il est moral. Melchett regarda autour d'elle le petit salon, dont le confort semblait soudain immense par contraste avec le poids de la nuit. Vous parvenez toujours à rendre la tragédie presque civilisée. Je ne la civilise pas, colonel, répondit-elle doucement. Je ne fais que la reconnaître. Les gens commettent des crimes pour les mêmes raisons qu'ils mentent, pour protéger l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Il acquiesça lentement, finissant son thé. Vous avez un esprit rare, Jane. Dommage que vous ne soyez pas à Scotland Yard. Elle eut un petit rire. Oh, mais j'y suis en esprit. Après tout, chaque village est un yard miniature, sauf que nos crimes sont dissimulés sous des sourires de voisins et de la porcelaine raffinée. Quand il partit, le brouillard s'était dissipé pour laisser place à une fine bruine. Elle le regarda traverser la pelouse, sa silhouette se fondant dans le gris comme un homme sortant d'un tableau. Puis elle retourna s'asseoir, croisant soigneusement les mains sur ses genoux. Sur la cheminée, la boîte contenant les boutons de manchette en forme de gland reflétait faiblement la lumière de la lampe. Elle la regarda longuement. « Tant de vanité !» murmura-t-elle, « pour une si petite tromperie. » Le lendemain matin, St. Mary Mead reprit sa routine bien rodée. Le facteur sifflait en parcourant la ruelle. La femme de chambre de Madame Bantry étendait le linge sous le soleil doux, et le chariot du lait cliquetait comme si aucun scandale n'était jamais passé sous ses fenêtres. À midi, la conversation chez l'épicier était passée de la mort à la vie domestique. Un changement que mademoiselle Marple trouvait toujours rassurant. Quand elle entra pour acheter son thé, Madame Hartnell la salua avec une solennité enthousiaste. « C'est une affaire terrible, n'est-ce pas? Tellement tragique. Et pourtant, si vous voulez mon avis, j'ai toujours trouvé cette dame étrange. Tellement supérieure, tellement posée. Ce sont les plus calmes, vous savez. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Oui, ma chère, mais il ne faut pas juger trop vite. Les apparences peuvent être terriblement trompeuses. »« Oh, tout à fait, » acquiesça Madame Hartnell avec délectation, déjà prête à faire exactement cela. Dehors, les feuilles d'automne s'accumulaient au bord du trottoir, murmurant à chaque mouvement. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, laissant son esprit vagabonder entre souvenirs et réflexions. Le bal masqué était terminé, le village avait retrouvé son équilibre familier. Mais quelque chose du masque subsistait. Pas celui peint, mais celui, invisible, que tout le monde portait quotidiennement pour préserver ses illusions de décence. Arrivée à sa porte, elle s'arrêta pour redresser un pot de fleurs tombé. Les chrysanthèmes qu'il contenait avaient survécu au gel récent, leurs pétales pâles à moitié fanés mais obstinément intacts. La résilience, pensa-t-elle, est une vertu plus discrète que le repentir. Ce soir-là, elle sortit son carnet et écrivit une dernière ligne sous sa dernière entrée. Les déguisements les plus authentiques sont ceux qui nous rendent le plus nous-mêmes. Puis, avec sa précision habituelle, elle ferma le livre, le posa sur la table et tira les rideaux pour se protéger de l'obscurité naissante. La lueur de la lampe adoucissait les contours de la pièce.
Le murmure faible du village s'estompa dans un silence confortable. Pendant un moment, elle resta simplement assise, à écouter le tic-tac de l'horloge, les petits bruits de sa maison qui s'apaisaient, l'écho lointain de la fragilité humaine qui ne cessait jamais vraiment. Et tandis que le feu s'éteignait, Mademoiselle Marple s'autorisa un bref sourire mélancolique, mi-triste, mi-compréhensif. Dehors, la cloche de l'église sonna une fois, puis se tut.